Madame, monsieur, bonjour. Quel plaisir d'être conduit par Marcel Desailly. Marcel, en route pour la Coupe du Monde de foot, là. Tout à fait. La Corée est à l'horizon et c'est avec plaisir que Oh. je vous conduis là-bas. Parce que pourquoi, Marcel? On a l'impression que l'équipe de France cette année est d'une confiance inébranlable. Je veux dire, on s'appuie sur notre parcours, que ce soit 98 ou 2000, où l'équipe de France a été pas mal dans la performance. Et que je crois que l'équipe de France est très forte sur le plan collectif. Et c'est surtout ça qui fait sa force. Ouais. Parce que, tu le racontes dans un livre, on va en parler, 98, c'est une expérience historique inoubliable, mais cette fois-ci, l'équipe est encore plus forte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher les Français de gagner encore une fois? Des paramètres footballistiques qui sont incontrôlables. Je veux dire, le football, c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il n'y a aucune certitude. Puisque Corée et Japon, c'est quand même assez loin, et qu'on n'aura pas forcément le soutien que l'on a eu en France lors du Mondial 98. Ouais, il y aura une chance, c'est que vous aurez TV5 dans les hôtels, l'équipe de France. TV5 nous sauve vraiment, parce que sans ça, on aurait vraiment un trop grand dépaysement. Et là, on est vraiment mis dans nos petits chaussons et on pourra regarder tous vos programmes. Ouais. Alors, il y a un livre, Marcel, c'est Capitaine, c'est publié chez Stock, voilà. C'est déjà un best-seller et qui raconte le parcours de Marcel Desailly. Ici, on est à Clairefontaine, mais avant d'arriver au centre d'enseignement technique de l'équipe de France de foot, avant d'en arriver là, il a fallu d'abord que Marcel naisse au Ghana et à 4 ans devienne français de cœur. C'est sûr que j'ai un parcours un peu atypique. Disons que j'ai eu la chance, à travers ma maman, de rencontrer mon père adoptif, Monsieur Desailly, puisque ma maman n'a pas voulu rester avec mon père biologique. Et donc nous sommes arrivés comme ça en France. J'ai vécu dans une espèce de bulle en France, dans les quartiers nantais, tranquillement, et j'ai suivi mon évolution d'adolescent très positivement, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu d'abord aussi l'influence d'un demi-frère, c'est 7, hein? J'ai eu la chance d'avoir un frère qui était donc joueur de première division au Football Club de Nantes, qui était un petit peu, on va dire, plus que mon tuteur, était là constamment en train de me rappeler à l'ordre, puisque j'étais un garçon assez insouciant, inconscient finalement des qualités que j'avais et que je ne les exploitais pas. Et donc mon frère était là et bien présent. Malheureusement, il est décédé d'un accident de voiture et j'ai été comme ça un petit peu propulsé sur le devant de la scène à travers la famille, puisque étant issu d'une famille africaine, d'origine africaine, la notion donc de chef de famille m'appartenait d'un seul coup, et qu'il a fallu que je fasse face et que je change un petit peu mes habitudes de jeune insouciant. Ouais. On a l'impression aussi, quand même, dans cette éducation, d'une maman extrêmement courageuse, travailleuse, hein, et d'un papa qui est ton vrai père, c'est Monsieur Desailly. Tu dis monsieur d'ailleurs, hein? Monsieur, c'était par respect quand j'étais en public, et puis c'était pour marquer la différence, pour que les gens finalement ne soient pas amenés à me poser des questions. Ah bon, c'est vraiment ton papa, mais comment ça se fait, il est blanc? Alors, monsieur, ça me mettait tout de suite une distance et un respect, et qui faisait que les gens avaient tendance à ne pas me poser de questions. Bon, à la maison, je ne l'appelais papa forcément. Ouais. C'est-à-dire, c'est lui. Et un jour, et c'est une anecdote dans le livre, lorsque il y a des paroles racistes, hein, que tu entends, et tu viens voir monsieur, hein, ton papa blanc, et il prend son bras et il le met à côté du tien. C'est très très beau. Pas hein. trop de différence. J'y ai cru, quoi, à ce moment-là. Hein, je veux dire, ils savaient pertinemment qu'il fallait que j'avance un petit peu dans l'âge avant même de m'expliquer les choses. Donc je l'ai pris comme ils me l'ont expliqué. J'ai pas cherché plus loin. Ouais. Et alors évidemment, lui, il va, parce qu'il est diplomate, il va quitter ta maman, hein, et puis un jour, il va aller la retrouver. Et là, toi, ta maman, elle est enceinte de toi. Il était donc en instance de divorce. Il a dû rentrer en France pour régler quelques papiers. Et quand il est revenu, 2 ans après quand même, hein, il s'est aperçu que ma maman était enceinte de moi. Et il a dit, c'est pas grave, je vous prends tous les deux de toute façon. Et donc j'ai commencé, disons, mon apprentissage de jeune enfant comme ça avec lui. Il m'emmenait au consulat, dans son bureau, travailler tranquillement. Et moi, je me mettais un petit peu le bordel, disons, dans les papiers et dans le consulat. Et il y a à la fin du livre une très très belle histoire que tu révèles, hein, à propos de ton père. Mais même moi, je veux dire, le livre a été une très grande découverte, dans la mesure où
ou à travers les recherches que l'on a fait. Vous savez, vous vivez des années et des années avec que ce soit même les parents, hein, ou avec des amis ou avec des gens, vous ne connaissez pas réellement leur histoire. Et là, j'ai été complètement bluffé de savoir que mon père lui-même, dans son propre parcours, a été adopté. Et donc, quelque part, cette générosité, cette bonté était finalement un vécu de sa part. Et c'est pour ça qu'il a fait les choses de cette manière, qu'il a rencontré aucune barrière à nous adopter, parce qu'il était conscient que, mis dans un contexte spécial, eh ben, on pouvait arriver à fonder une famille. Ça, c'est le langage du cœur, qui est le langage aussi qui t'a fait aimer aussi et te sentir français, parce que tu le dis dans ce livre. Il dit, j'ai le cœur français, je suis français. Il y a eu un grand choc des cultures pour moi, dans la mesure où à mes 18 ans, j'ai dû revenir au Ghana. Et d'une part, découvrir mon père biologique et découvrir l'Afrique tout court, avec ses traditions, avec ses rites, avec tout à la fois. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une grande découverte. J'ai été de surprise en surprise. Et j'ai eu la chance d'avoir ma mère, qui est finalement la gardienne de mes secrets. Parce que sans ma mère, j'aurais jamais pu découvrir toutes ces choses. Et c'est aussi un espèce de témoignage aux jeunes qui sont comme ça un petit peu perdus, qui savent pas, qui doivent aller à la recherche de leurs origines, que c'est coup double finalement. C'est se rapprocher de ses parents, donc avoir à nouveau un contact avec ses parents, et à travers ses parents découvrir ses origines. C'est quelque chose de fabuleux, et je crois que moi je l'ai vécu d'une manière fantastique. Et quand tu vas en Afrique, tu le dis dans le livre, tu vois ces gosses comme ça, et tu vois aussi la misère, la difficulté de vivre en Afrique. Tu dis, j'aurais pu être parmi ces enfants-là, et c'est peut-être ce qui fait que tu vois peut-être la réussite, l'argent d'une autre manière. Oui, tout à fait, mais attention, hein, je veux dire, je suis conscient de ça, d'être d'une part chanceux, mais il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui vivent, ou même on vit peut-être, on ne se crée pas autant de contraintes qu'ici, on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas les mêmes objectifs, et on vit bien malgré tout, on vit avec la bonne humeur, on vit entouré de sa famille, on vit différemment, et c'est vrai que la chance que j'ai d'être footballeur comme ça de haut niveau, avec tout ce que ça comporte, avec tout ce que ça amène, me fait encore plus prendre conscience de ma chance. Ouais. Et c'est ce qui te fait dire aussi que tu aimerais peut-être dans une autre vie ou plus tard un jour jouer au Ghana. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, je regrette de ne pas avoir pu au moins porter le maillot de l'équipe du Ghana une fois dans ma vie, je veux dire, ne serait-ce que symboliquement. Bon, vous savez bien que je suis attaché à la France, je suis attaché au maillot de l'équipe de France, je veux dire, c'est clair à mon niveau, mais que quelque part quand même, j'aurais voulu quand même avoir ces sensations. Alors, on ne pourrait pas évidemment reparler toute la carrière de Marcel, mais la Coupe du Monde, cette foule sur les Champs-Élysées au moment de la victoire face au Brésil, ces moments inoubliables, Aimé Jacquet dans les coulisses, c'est quoi? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est merveilleux, je veux dire, c'est un peu à l'image de ce que Aimé a essayé de dégager tout le long de la Coupe du Monde. Bon, lui il dit « Ma vie pour une étoile », c'est un peu le titre du livre de son livre, mais c'est ce qui nous a surtout frappé, ou ce qu'il a cherché surtout à nous faire comprendre, c'est que lorsque l'on veut quelque chose, il faut tout mettre en œuvre pour atteindre notre objectif. On a été surpris d'avoir aussi facilement, on va dire, réussi l'exploit, mais que nous étions conscients de la qualité. Ouais. Voilà pourquoi. Et tu dis à certains moments que presque tu enviais les supporters, et il y en avait des millions, hein, tous les Français étaient supporters de l'équipe de France, qui étaient dans les rues et qui vivaient ça. Et tu dis c'était presque encore plus fort que ce que nous on ressentait nous-mêmes. Bon, c'est dans mon livre, c'est une image. C'est vrai que pour nous, on aurait aimé, on jalousait un petit peu les gens qui se retrouvaient devant leur téléviseur avec les enfants, avec la famille, avec les grands-mères, les grands-pères. Et c'était la joie, on était là pour supporter l'équipe de France. En plus, ils gagnent, il y a une osmose qui se crée que nous, on n'a pas forcément vécu, parce que nous, c'est vrai que c'est des moments intenses, mais il y a cette toute petite notion de professionnalisme où quelque part on se dit c'est
le sentiment du travail accompli plus que la joie totale du supporter. Nous, on ne l'a pas, cette joie totale du supporter. C'est la satisfaction du travail accompli avec une joie qui est vraie, qui est indescriptible, mais qui n'est pas aussi proche ou qui n'est pas partagée avec ses propres proches, quoi. Ouais. À qui tu penses à chaque fois? Tu penses à ton demi-frère? Est-ce que tu dis on n'est pas tout seul et que tout ça, je suis content d'avoir rendu ceux autour de moi heureux et qu'ils soient fiers de moi? Dans mon livre, je le dis, j'ai toujours une pensée pour mon frère à travers les hymnes. À chaque fois qu'il y a une hymne, j'aurais tant voulu qu'il soit à mes côtés et qu'il me soutienne, qu'il soit un petit peu un confident, qu'il m'aide dans les soucis qui sont inhérents à mon métier. Bon, j'ai eu la chance d'avoir Didier Deschamps, Blanchard, que j'appelle dans le livre. Grande amitié. Hein. Oui, grande amitié, je veux dire, je le considère comme mon frère. On a pu l'un et l'autre se confier. Et donc, il a un peu remplacé mon frère, mais il reste dans ma mémoire. Et c'est peut-être lui aussi qui me donne cette force, mon frère, pour continuer dans cette passion qu'est le football. Et pour conclure, de dire que cette passion qui est la tienne et qui est la nôtre, qui est la celle de millions et de millions de gens, et notamment en Afrique, c'est de donner du bonheur aux gens, de leur donner de l'espoir, de leur dire que voilà, la vie, ça peut être aussi simple et beau qu'un beau match de foot. La Coupe du Monde a été fabuleuse pour ça. On a eu des témoignages, je veux dire, de physique et par courrier, des milliers de lettres qu'on a reçues. C'était des témoignages fantastiques, des gens qui, peut-être à un moment donné de leur vie, durant cette période donc de Coupe du Monde, ne se sentaient pas bien parce qu'ils ont eu un décès, parce qu'un enfant est malade, parce que professionnellement ça n'allait pas. Et grâce à l'équipe de France, grâce à la victoire de l'équipe de France, ces gens ont retrouvé un goût à la vie, ont retrouvé la force pour pouvoir continuer à se battre. Et c'est, je veux dire, c'est immense. Ouais. C'est immense et ne serait-ce que pour ça, c'est merveilleux ce que l'on a réalisé. Avoir redonné espoir à certaines personnes qui n'y croyaient plus. Merci Marcel Desailly, merci infiniment au nom de tous ceux qui nous écoutent à TV5. Hein. Et puis on va dire bravo, allez-y, hein. On est avec vous. Hein. On va faire le maximum, on va y aller. Le moral est bon et la confiance est totale. Que demander de plus ?